Ici Piero San Giorgio, auteur du livre Survivre à l'effondrement économique. Cette semaine, je vais vous relater ma rencontre avec un prix Nobel de l'économie, Joseph Stiglitz. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un prix Nobel, et je l'ai rencontré dans le cadre d'une conférence ici à Genève, à laquelle j'étais invité. Et c'était toujours très intéressant d'écouter quelqu'un qui est censé être totalement dans les hautes sphères et dans les connaissances les plus intimes et les arcanes de l'économie. Alors, qu'est-ce qu'il racontait, M. Stiglitz? Eh bien, il disait tout d'abord que nous ne sommes toujours pas sortis de la grande crise. Au contraire, il pense que celle-ci n'est qu'au début et qu'elle sera longue et profonde. Alors, tant mieux, parce que c'est pas le seul qui le dit. Moi, je le dis depuis 2008. Mais ça fait plaisir de voir que quelqu'un qui est censé officiellement d'être une des grandes têtes de l'économie mondiale, finalement, le dit aussi que ça va aller très très mal. Alors, il parlait essentiellement de l'état des États-Unis. Tout d'abord, il donnait ses chiffres, son estimation du chômage réel qu'il y a aux États-Unis. Il faut savoir que les taux officiels de chômage sont autour de 8%. Lui pense que le taux réel est de 15%. Et que il ne va pas facilement être réduit, bien au contraire. Il faut savoir aussi que d'autres experts économiques, on va dire alternatifs, donnent le taux réel de chômage aux États-Unis à près de 20 ou 25%. Donc, M. Stiglitz dit 15%. Il dit que ce n'est pas qu'une crise financière, et je crois qu'il a raison. Il dit que on a souvent un mauvais diagnostic, que l'on pense que cette crise elle est uniquement due à la finance et à l'endettement. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas, puisque aux États-Unis, les banques qui étaient surendettées en 2008 ont été entièrement nettoyées, c'est-à-dire que leur bilan a été assaini grâce à l'argent qui a été injecté par l'État, par la Réserve fédérale et par l'État américain, et donc par les citoyens américains qui ont été ponctionnés par des impôts futurs pour nettoyer des banques pour que celles-ci continuent à vivre et à payer des bonus faramineux à leurs dirigeants sur Wall Street. Donc forcément, la crise continue, et donc forcément, ce n'est pas le problème de la finance en soi. Et c'est vrai, il y a un problème beaucoup plus structurel. Tout d'abord, un problème d'immobilier qui est beaucoup trop cher aux États-Unis, d'ailleurs dans le monde entier, où on voit que si cet immobilier a perdu 45% depuis les plus hauts en 2006-2007, eh bien, il reste toujours surévalué et qu'il va probablement encore baisser, qu'il y a beaucoup de risques liés à cet immobilier, parce que beaucoup de gens ont emprunté de l'argent contre des maisons, celles-ci ont perdu de la valeur, et donc finalement ils doivent plus d'argent à la banque que ce que vaut la maison. Donc ça, c'est un problème où on voit une immense majorité des gens aux États-Unis qui sont endettés et qui ont des actifs qui perdent de la valeur. Donc ça, c'est très mauvais. Ensuite, lui, il pense que un des problèmes, c'est que l'infrastructure, et il a raison, l'infrastructure industrielle des États-Unis, elle s'est totalement détruite. En 1980, 21% de la population active aux États-Unis travaillait dans l'industrie de production de biens. Aujourd'hui, donc, industrie lourde, production de machines, production de véhicules, etc. Ça, c'est la vraie industrie. Aujourd'hui, ce pourcentage n'est plus que 9% de la population active. Donc, ça veut dire que les États-Unis, une grande partie de la population américaine, pratiquement 90%, est dans les services, dans le tertiaire. Et il n'y a plus que 9% dans le secondaire. Et ça, eh bien, ça veut dire que les États-Unis ne sont plus capables de créer de la richesse de manière industrielle. Ils ne créent que du service, mais c'est complètement bidon, c'est complètement pipeau. Et d'ailleurs, il est intéressant de remarquer qu'il n'y a plus que 2% de la population qui travaille dans l'agriculture en 2012. Et si on compare ce 2% au chiffre de 1930, lors de la dernière grande dépression, celui-ci était de 70%. Donc ça veut dire que à l'époque, il y avait quand même 70% de la population qui travaillait à produire de la nourriture pour l'ensemble. Aujourd'hui, ce n'est plus que 2%. Donc vous voyez l'immense danger, l'immense risque que courent les États-Unis, parce que quand il n'y a pas à bouffer, c'est pas juste une grande dépression, ça s'appelle la famine et ça s'appelle la mort. Donc les États-Unis sont dans une position très très dangereuse. Ce que fait aussi remarquer Joseph Stiglitz, c'est que les inégalités n'ont jamais été aussi grandes aux États-Unis depuis en fait l'après Deuxième Guerre mondiale. Le revenu moyen américain, c'est-à-dire que le revenu moyen
de l'Américain moyen est plus bas qu'en 1968. Plus bas qu'en 1968. En gros, les États-Unis sont en train de perdre leur pouvoir d'achat. Ils sont en train de revenir en arrière de près de 50 ans. C'est tout à fait gravissime. Et que finalement, il remarque que l'ascenseur social s'est totalement arrêté. Et ça, tous les gens le savent, donc il n'y a pas besoin d'être prix Nobel pour se rendre compte qu'il n'y a plus d'ascenseur social et qu'à part quelques rarissimes cas d'entrepreneurs ou de gens qui gagnent à des concours télévision, eh bien, l'immense majorité des gens deviennent de plus en plus pauvres et n'arrivent plus à monter dans la société, et que la différence entre les très très riches et la classe moyenne et les pauvres s'agrandit, voire même que la classe moyenne est en train de totalement s'appauvrir. Et en plus, ce qu'il regrette, M. Stiglitz, c'est que les politiques de contraction économique, en d'autres termes d'austérité, eh bien, elles font perdre des emplois. Et il remarque que le gouvernement américain a dû virer 600 000 fonctionnaires. Donc c'est pas en France demain que ça va arriver, hein, mais ça va arriver tôt ou tard. Donc ça veut dire que même l'État, il arrive de plus en plus à devoir se séparer de postes. Parce que voilà, il n'y a plus d'argent et donc il doit montrer de faire des économies, et ils sont loin de faire des économies, simplement ils réduisent le déficit. Et donc voilà, cette contraction économique structurelle, eh bien elle fait rentrer cette crise dans un cercle vicieux. Plus la crise s'agrandit, plus on va couper les fonds, plus on va faire de l'austérité, plus on va mettre des gens au chômage, donc ça va coûter encore plus cher à la collectivité, et ça va empêcher la consommation, puisque nous sommes dans un modèle de consommation, et donc les États-Unis vont toujours continuer à s'appauvrir. Et par parenthèse, c'est pareil en Europe. Ensuite, ils pensent que les États-Unis ne vont pas sortir de sitôt de la crise. Ils montrent que l'épargne, elle reste catastrophique. Il fait remarquer que 80% des Américains les plus pauvres, c'est-à-dire 80% de la population, en gros, eh bien, ils sont endettés chaque année, c'est-à-dire que chaque année, ils consomment 110% de leurs revenus. C'est-à-dire que si vous gagnez 100, vous dépensez 110 tous les mois, tous les ans. Donc, avec ce genre de consommation, ce genre de dépenses, ils ne sont pas prêts de s'en sortir. Chaque année, non seulement l'État et les entreprises s'endettent, mais les consommateurs, les citoyens, les personnes, les familles, elles s'endettent de plus en plus. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, ils ne s'endettent plus pour acheter des télévisions, des biens de consommation ou se payer des vacances. De plus en plus, ils s'endettent simplement pour acheter à manger, acheter de l'essence pour se rendre à leur travail tous les jours, et pour manger, évidemment, eux et leur famille. Donc on voit que les Américains, dans leur immense majorité, sont totalement ruinés, et que les États-Unis ont une dette qui est de plus en plus grande. Alors, quelles sont les solutions que M. Stiglitz préconise pour les États-Unis? Alors, il faut savoir que il a été aux commandes, M. Stiglitz, il a été conseiller économique du président Clinton pendant les 8 années, je crois, sauf erreur, de la présidence Clinton. Et aujourd'hui, donc 12 ans plus tard ou 14 ans plus tard, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bien les solutions, clairement celles qui ont été mises en place ne marchent pas. Ce qu'ils appellent des quantitative easing, c'est-à-dire de faire tourner la planche à billets pour injecter de l'argent dans le système bancaire, ça ne marche pas. C'est normal, puisqu'on injecte de l'argent dans les banques, mais pas dans l'économie. Si vous êtes un petit entrepreneur qui a de la peine à faire tourner son entreprise et donc payer ses salaires à la fin du mois, et qui a besoin de quelques milliers de dollars, quelques dizaines de milliers de dollars de crédit pendant un mois ou deux, en attendant que ses clients le payent, eh bien c'est impossible. Vous ne recevrez pas d'argent. En revanche, vous êtes une banque avec des trous de plusieurs milliards de dollars parce que vous avez géré n'importe comment votre entreprise, et puis parce que vous avez dispensé des bonus de millions et de millions à des traders sans scrupules. Là, oui, là l'État vous aide et vous prête de l'argent. Donc, ces quantitative easing ne fonctionnent pas pour relancer l'économie. Ils sont là que pour permettre à une petite caste de s'enrichir sur le dos de la population. Et par parenthèse, croyez-moi, un jour ça va se payer, et ça va pas se payer en remboursement, ça va se payer en sang. Je pense que le jour où les Américains commencent à comprendre qui les a spoliés et qui les a appauvris, je pense qu'ils vont descendre avec leurs fusils dans la rue, et ils vont partir dans les Hamptons où il y a tous les riches habitants de Wall Street qui habitent, et ça va se payer dans un bain de sang, et ce sera terrible. Et quelque part, ce sera bien fait. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme solution? Lui pense que les États-Unis ont encore
une bonne infrastructure. Là, je suis un petit peu en désaccord avec lui, mais enfin, c'est vrai qu'il y a encore les routes, il y a encore des aéroports qui fonctionnent, mais enfin de moins en moins. Et lui pense que investir dans l'infrastructure, c'est un très haut retour sur investissement. C'est pas faux. Si vous investissez dans une nouvelle autoroute, dans dans un nouveau axe ferroviaire ou dans des trains à grande vitesse, le retour sur investissement est gigantesque puisque vous injectez de l'argent dans une économie qui est concrète. Là, c'est pas de la finance bidon, c'est du vrai. Vous faites travailler des gens, et puis vous avez à la fin une route ou un axe ferroviaire qui peut vous permettre de générer des entreprises et ensuite de ponctionner des impôts. Et donc, le retour sur investissement, il est fort. Il pense aussi qu'il faut profiter que les taux d'intérêt sont très bas pour s'endetter pour financer cette infrastructure. Techniquement, il n'a pas tort. C'est vrai, des dépenses de modèle keynésien, c'est-à-dire d'être capable de s'endetter à bon marché pour pouvoir investir dans ce qui est un bon retour sur investissement, logiquement, ça a du sens. Et donc, il préconise l'infrastructure, l'éducation, la recherche et le développement, d'encourager l'entrepreneuriat et le secteur privé. Et tout ça, ça a du sens. Je ne suis pas en désaccord, je pense qu'il a tout à fait raison. Et de toute façon, c'est difficile d'être en désaccord avec quelqu'un qui est prix Nobel, hein, on est d'accord. Mais voilà, il a raison. En revanche, un point sur lequel je suis en désaccord, c'est que lui, il est contre le standard or. Alors, je peux le comprendre à court terme, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer à s'endetter, il va en fait faire perdre de la valeur à la monnaie, donc le dollar va continuer à baisser, et donc l'or par rapport au dollar va continuer à augmenter. Donc, par ailleurs, c'est toujours le moment d'acheter de l'or. Et le problème, c'est que si le jour où ils veulent se remettre sur une monnaie qui soit crédible et fiable, ce qui est plus le cas du dollar, ils vont devoir aller sur un standard or. Évidemment, il est contre parce que sinon, on ne peut plus s'endetter à l'infini pour faire ces investissements d'infrastructure. Donc, je comprends qu'il soit contre le standard or, mais je pense qu'il a tort parce qu'à terme, le dollar va perdre toute sa valeur. Et donc, il faudra vraiment créer une dette qui est infinie pour pouvoir payer des dépenses. Et donc, une dette infinie, ça n'existe pas. Donc, et puis en plus, il faudra payer un intérêt sur cette dette, et l'intérêt toujours au même, Wall Street, les banques. Donc, c'est un peu un problème de Sisyphe où jamais il n'arrive à s'en sortir. Donc, clairement, la stratégie de rembourser les dettes d'une manière ou d'une autre, ou simplement de l'éliminer, ne rentre même pas dans l'esprit de ces gens qui considèrent que c'est tout à fait normal de payer des taux d'intérêt d'usure, finalement, à long terme, à cette finance internationale et globalisée. Alors c'est vrai que ces taux d'intérêt sont bas pour les États-Unis aujourd'hui, mais enfin tout de même, je crois pas que c'est une solution à long terme. Et qu'un jour, il faut qu'ils comprennent, les Américains aussi, le peuple américain doit comprendre que la dette, c'est l'esclavage, et que l'esclavage, eh bien en fait, personne n'en a intérêt. L'autre élément de profond désaccord, et j'aurais bien voulu poser la question, mais j'étais pas tout seul, donc, mais enfin, je me fais la remarque tout de même que toutes ces stratégies de sortir de la crise, elles sont basées sur un élément important qui est celui que les flux énergétiques vont être constants, voire ils vont continuer à grandir, c'est-à-dire qu'on aura toujours de l'énergie pour pouvoir financer, d'un point de vue donc énergétique, sous forme de pétrole, d'électricité, etc., cette économie. Or, et c'est ce que j'écris d'ailleurs dans mon livre, ces flux d'énergie vont se tarir, ils vont devenir beaucoup plus chers et puis ils vont devenir beaucoup plus rares. Et donc ça va être très très difficile de mettre en place, même avec un endettement infini, des vraies politiques qui vont fabriquer de l'infrastructure, parce que cette infrastructure, énergétiquement, elle va être de moins en moins possible à être réalisée. Donc ça va être de plus en plus la merde pour les États-Unis. Et c'est pas par hasard, et ça aussi j'aurais bien voulu en discuter avec lui, mais peut-être qu'en tant qu'économiste, il n'a pas la vision géopolitique que peut avoir d'autres experts sur les probabilités de guerre. Je crois que les États-Unis auront certainement une tentation très très forte de résoudre leurs problèmes économiques en faisant la guerre. Alors la guerre, ils la font déjà dans les 3/4 du globe, en Afrique, en Asie, en Moyen-Orient. Ils sont présents dans des zones de guerre pour le contrôle de matières premières, de ressources, pour le contrôle de voies de navigation et de voies de communication. Mais alors, est-ce que ces guerres qui sont relativement larvées, mais enfin, elles sont quand même violentes pour les gens qui meurent et qui perdent leur famille sous des bombardements et par des tirs de l'armée, des Marines dans ces pays, est-ce que cette guerre va pas dégénérer, notamment au Moyen-Orient, dans finalement un conflit beaucoup plus grave, beaucoup plus lourd, qui
peut être une tentation pour les États-Unis pour se sortir de la crise et lancer une machine économique qui est moribonde. Moi, je crois que ce serait une grave erreur parce que les guerres, on sait toujours comment elles démarrent, mais on sait jamais comment elles se terminent. Et je crois que les États-Unis, s'ils font encore quelques guerres de trop, ils vont être totalement à genoux et totalement détruits. Et évidemment, pour le citoyen et pour le peuple américain, que évidemment on apprécie en tant qu'être humain, eh bien, ce serait une très très mauvaise solution. Mais on le sait très bien que les élites n'en ont rien à foutre du peuple et sont tout à fait capables de se lancer dans des aventures hasardeuses simplement pour s'en mettre plein les poches et essayer de s'en sortir, ou simplement pour éviter que le peuple se venge sur eux, parce qu'ils sont de plus en plus identifiés comme étant la cause de tous les problèmes qui commencent à toucher, à mordre les fesses de la plupart des gens qui n'arrivent plus à finir le mois et qui sont de plus en plus endettés et ruinés. Donc, intéressant de voir ce que pouvait dire un grand expert économique au niveau prix Nobel, donc, avec évidemment des nuances, avec peut-être quelques carences, mais tout de même un point de vue vraiment très très intéressant. Et donc, je crois que vous êtes en exclusivité ce soir sur Afro Intolant pour entendre ce qu'a dit Joseph Stiglitz à Genève cette semaine. C'était pour Afro Insolent, Piero San Giorgio, à très bientôt.